Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Il y a un problème sur lequel j'aimerais revenir qui concerne la communauté afro, la diaspora, où qu'elle se trouve de manière générale. Quand j'observe de toute façon cette communauté ou cette diaspora, supposée ou réelle, j'en sais rien, je constate toujours les mêmes traumas, les mêmes problématiques qui reviennent. Autour par exemple de la question de la non-considération de la citoyenneté, une forme en fait de citoyenneté de seconde zone. Et même en quelque sorte également aux Antilles, qui soi-disant sont considérés comme des Français. Et ce qui revient particulièrement, quel que soit, souvent de temps en temps, à travers les émeutes ou à travers des revendications de droits, de Black Lives Matter, toutes ces revendications-là, pour moi, ne sont que la conséquence ou le fait de ressortir de manière répétitive d'année en année ou bien quelques années d'une année à une autre, un point fondamental qui n'est pas véritablement traité. Quand on regarde bien fondamentalement, s'il faut être honnête et concret, c'est parce qu'il y a encore des chaînes mentales, peut-être plus physiques, mais aujourd'hui beaucoup plus mentales que physiques, au cœur, au sein, au centre justement des membres qui constituent cette communauté en question. Et cette question, véritablement, c'est la question identitaire. Elle est là parce qu'en fait, la plupart de ces individus-là, un bon nombre en tout cas, ne savent pas réellement qui ils sont. Je le dis, ce n'est pas pour offenser, pour choquer, c'est vraiment pour donner matière à compréhension, bien sûr, à celles et ceux qui voudraient avoir vu un recul sur la question. Vous pouvez accuser l'Europe, l'Occident, etc. Mais ça ne changera rien à votre situation, à votre condition donnée, si vous-même au préalable, vous ne faites pas les efforts pour changer. Donc voilà ma position là-dessus. Et quand j'observe particulièrement cette communauté-là, et la plupart des membres qui constituent la diaspora, aux Antilles ou en Afrique, etc., et même ici en Europe, en Occident et partout ailleurs, c'est que le travail en interne n'est pas fait. Il y a plutôt maintenant, cette fois-ci, ce qu'on va appeler communément la rhétorique victimaire. Le fait de toujours ressasser le passé, mais sans réellement mettre les choses en avant, sans proposer, sans mettre les choses en place, sans aller véritablement mettre les choses en œuvre pour changer la situation. C'est le réel constat, et c'est le constat qui en a déjà été fait par bon nombre de personnes avant moi, mais qui revient toujours sur la scène, sur la scène publique, bien sûr, sur le devant de la scène. Et aujourd'hui, avant de pouvoir continuer, j'aimerais évoquer, parler d'une sortie quelque part. Bien sûr, je pense que certaines personnes sont déjà dans cet élan-là de pouvoir se libérer. Et aujourd'hui, j'aimerais proposer, bien entendu, avec celles et ceux qui partagent mon message, une proposition de compréhension de sa situation et de comment, à partir des exemples du passé, des personnes qui ont réussi à s'en sortir, des personnes qui ont montré la voie, qui ont proposé des choses ou bien qui ont essayé et qui sont arrivés, de s'en inspirer de cette manière-là, en fait, manière saine de sortir, de se libérer. Ce n'est pas en faisant des vidéos tous les jours, en créant des chaînes YouTube pour taper sur la France, pour taper sur l'Occident, parce que on voudrait vendre des formations derrière que l'on va s'en sortir. Ce n'est pas en montrant du doigt l'autre, peu importe ce qui s'est passé par le passé, pour masquer, pour cacher, pour réduire et ne pas assumer nos propres responsabilités du présent. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de la vie d'un homme qui, véritablement, comme bien d'autres hommes dans le passé, ont montré le chemin, ont proposé des solutions concrètes qui, au final, se sont avérées véritablement fructueuses. C'est le but de cette vidéo aujourd'hui. On va commencer donc le sujet de la vidéo. Avant de commencer, abonnez-vous, likez, partagez. Ça me permettra bien sûr de bien référencer la vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons parler, comme vous le voyez là, de Frederick Douglass. Alors, cette proposition que je suis en train de vous faire, bien sûr, peut être valable
sur bien d'autres personnalités, sur bien d'autres personnes également de cette trempe en fait, de cette capacité à démontrer une certaine forme de résilience, d'accord? Dire clairement, on peut le dire, et donc d'y arriver à une forme de liberté. Mais la liberté, vous allez le voir, pas la connaissance. Donc, j'ai préparé quelques faits marquants de sa vie, de son périple en fait, de sa capacité à démontrer justement dans cette résilience-là que j'ai pu citer, de mettre en œuvre son courage, sa bravoure, sa pensée en action pour atteindre un idéal. Et pourquoi est-ce que j'ai tenu à le faire? C'est parce que la particularité justement de Frédéric Douglass, alors Douglass étant un surnom, à la base il s'appelle Frédéric Bailey, venant je crois du nom de sa maman, parce que son papa il ne l'a pas connu. Bon, on va entrer un peu plus en profondeur là-dessus. Et d'après les rumeurs, ce n'est pas prouvé, son papa était son maître en même temps. Voyez-vous, placez-vous dans la peau d'un esclave aux États-Unis dans ces temps-là qu'on ne va pas qualifier, enfin, que l'on sait déjà. En même temps, si c'est vrai, hein, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de confirmation là-dessus, étant esclave et potentiellement de savoir que votre père, votre papa, est le maître en question. Assez difficile et compliqué pour un enfant de cet âge-là. Et donc, la particularité, comme je disais, de Frédéric Douglass, c'est qu'il a commencé esclave, il a terminé comme étant un homme libre, libre véritablement. Mais l'intérêt, justement, c'est de voir le processus. Donc, comme je le disais, d'après les informations, les sources, 1818, vers 1817 à peu près, même chose ici, on n'a pas toujours... Certaines sources, en fait, précisent beaucoup plus 1818 que 1817. Donc, il serait né dans ces années-là au Maryland, séparé de sa maman très très jeune, parce qu'à l'époque, durant l'esclavage, il faut séparer pour maintenir l'esclave dans une forme en fait de servilité, séparer justement les esclaves entre eux pour ne pas créer un lien puissant. Et les esclaves disaient toujours que c'était l'une des choses les plus difficiles pour eux à encaisser. Mais dans l'exercice de l'esclavage au quotidien, c'était ce qui était le plus souvent exercé par les maîtres en question. Et donc, voilà premièrement déjà ce qui a marqué Frédéric Douglass dans sa vie. Vous avez eu également, maintenant, bon, je vais forcément sauter quelques étapes, mais vous donner surtout les faits marquants, comme je vous ai dit. Ce qui vraiment a poussé Frédéric Douglass à prendre conscience de sa situation, c'est d'abord cette séparation avec sa maman, très très jeune, et également, bien sûr, vis-à-vis de ses oncles et tantes dans la plantation, amis également, qui lui a fait comprendre qu'il devait forcément sortir de cette condition-là. Il ne savait pas comment, mais pour lui, il était inadmissible d'avoir son arrière-grand-père, son père, enfin, potentiellement, qui pourrait être son maître, et là, il avait des doutes, mais sa maman, surtout, de savoir que ils ont été esclaves toute leur vie, je précise. Donc pour lui, il ne voyait pas la vie ainsi jusqu'à la fin de sa vie. Mais sauf que à ce moment-là, étant très très jeune, mais bien sûr très très pétri de pouvoir se battre pour pouvoir être libre, il avait confiance, avait espoir en l'avenir. Et donc pour lui, ça a été quoi? Le déclic, c'est qu'il a été échangé comme ça, de maître en maître en fait, parce que c'est comme les transferts. Donc à l'époque justement dans le sud, etc., les maîtres en fait s'échangeaient des esclaves, se transféraient des esclaves. Bien sûr, l'esclave était traité quand même bien meuble. Et donc à ce juste titre-là, l'esclave pouvait se retrouver chez un maître le lendemain, et ainsi de suite. Et lui, il est arrivé une fois à Baltimore, d'accord, chez une maîtresse, d'accord, chez une femme, donc dans un foyer d'esclavagistes, dont le mari également tenait des esclaves. Sauf que la femme en question était un tout petit peu, on va dire, clémente, dans le sens où elle a montré à Frédéric Douglass, elle a appris à Frédéric Douglass la lecture.
Et lui, dès qu'il a été en contact, parce que, voyez-vous, hein, à l'époque, les esclaves n'avaient pas le droit d'apprendre à lire. Parce que lire, c'était considéré comme un crime, en fait. Apprendre à lire à un esclave, c'était considéré, d'après la loi, comme un crime. La loi Jim Crow et toutes les lois esclavagistes aux États-Unis. Et donc, Frédéric Douglass, quand il est arrivé chez une maîtresse qui est un tout petit peu clémente, parce que elle était un peu dans la religion, mais ceci n'excuse en rien, parce que vous allez voir que ça n'est... Alors, beaucoup de maîtres esclaves aux États-Unis se cachaient derrière le paravent de la religion pour pouvoir être encore beaucoup plus féroces. Et plus ils étaient à fond dans une forme de chrétienté absolue, plus ils étaient encore beaucoup plus féroces dans le fait de maltraiter vraiment vigoureusement les esclaves. Donc, la particularité de Sophia Holt, c'est qu'elle a permis, elle a montré, elle a incité, elle a déclenché l'étincelle dans le cerveau de Frédéric Douglass, le fait de savoir quoi, que apprendre à lire, c'est être libre en fait. Mais lire pour être véritablement dans une forme de liberté, dans une forme de prise de conscience de soi. Ce n'est pas juste pour lire, bien sûr qu'à l'époque, ça avait véritablement un sens encore beaucoup plus profond. Mais je parle principalement aujourd'hui vis-à-vis du fait qu'aujourd'hui, si vous devez lire, vous devez d'abord lire des bouquins qui font sens. Vous ne pouvez pas tout lire, bien sûr, mais des sujets qui fondent réellement la conscience, la philosophie, les sciences dures, l'histoire, la culture générale. Voilà, minima, déjà ce que vous devriez avoir comme bagage intellectuel. Donc, et la femme en question, tout de suite, elle a stoppé parce que son mari lui a dit que c'était très dangereux d'apprendre à un esclave à lire. Voilà donc déjà ce qui a fait en sorte que Frédéric Douglass prenne conscience. Mais malgré cet arrêt-là, Frédéric Douglass, tout de suite, il était maintenant engagé véritablement de se dire, je vais apprendre à lire avant ma mort, quelle que soit la date, à partir d'aujourd'hui, je me mets dans un élan d'apprendre à lire parce que je dois être libre en fait. Et il va le faire ce travail-là. À l'époque, c'était difficile. Il le faisait en cachette. Ce qu'il faisait parfois de temps en temps, et il jouait avec des enfants blancs. Il leur donnait du pain parce qu'il prenait du pain à table chez sa maîtresse en question, enfin maîtresse au sens où esclavagiste, hein, donc chez la femme de son maître en question. Et il donnait ce pain-là contre des livres, en fait, des petits blancs. C'est véritablement comme ça qu'en cachette, lorsqu'il devait effectuer ses travaux, il apprenait, il continuait à lire. Il a tellement bien lu, tellement bien appris à lire, qu'il a aussi inculqué, enseigné la lecture à d'autres esclaves, mais toujours en cachette, parce que c'était interdit, jusqu'au jour où on découvre cela. Et Frédéric Douglass, justement, il le disait, premièrement, ça l'a permis de prendre conscience de sa condition et justement de permettre aussi à d'autres esclaves de prendre également conscience de leurs conditions, parce que la plupart du temps, il fallait simplement que l'esclave, en fait, se jette dans les jeux, dans la boisson, dans l'alcool, dans des trucs qui abrutissent, qui donnent l'image de bête au maître blanc, parce qu'évidemment, il fallait que l'esclavage continue. Et donc, Frédéric Douglass, il a été chez un briseur d'esclaves. Parce que le briseur d'esclaves qui est Edward Covey, qui a été en fait, qui a fondé sa notoriété, qui a fondé son image sur le fait que c'était un briseur d'esclaves. Donc un maître, par exemple, qui n'arrivait pas souvent à bien tenir son esclave, d'accord, telle une petite bête, votre chien ou votre chat, dont vous n'arrivez pas souvent à bien maîtriser, à bien contrôler, vous allez en général chez un dresseur ou on va dire chez le vétérinaire parce que vous considérez qu'il y a un problème, il y a une maladie ou bien il y a votre insuffisance à pouvoir le maintenir, à le contenir. Et Edward Covey, justement, était connu pour cette particularité dans l'esclavage, en fait. Donc, les maîtres qui n'arrivaient pas, parce que, alors, il y a une particularité. En général, il y avait deux types de maîtres, en fait. Il y avait des maîtres qui étaient naturellement, en fait, par une forme de descendance, qui avaient naturellement
cette sensibilité, je dirais, d'avoir les bons réflexes pour pouvoir bien dresser les esclaves. Donc ça, c'est la première catégorie. Maintenant, il y avait une deuxième catégorie. C'est un peu comme le combat entre la bourgeoisie et l'aristocratie. Maintenant, la deuxième catégorie, c'est que il y avait certaines personnes, c'est un maître, qui n'était pas prédisposé à être de véritables maîtres d'esclaves parce que, dans aucun cas, dans leur vie passée, dans leur historique de vie familiale, il y avait ce moyen d'apprendre. Mais comme à l'époque, détenir des esclaves était une richesse, d'accord? Et donc, il fallait s'y employer, trouver des voies et des moyens pour être riche. Et donc, pour être riche, même si par mon passé, par mon historique, je n'avais pas cette prédisposition, je pouvais, avec mon dû travail, mon dû labeur, avoir un peu d'argent et aller payer un esclave chez un autre maître. Et en guise de paiement, je me plaçais véritablement aujourd'hui, comme on disait, les nouveaux riches. Voilà. Aujourd'hui, je deviens un nouveau maître. Mais un maître, justement, qui n'a pas encore toutes les capacités requises pour pouvoir maintenir ses esclaves. Et ces deuxième catégorie, justement, de maîtres, en fait, avaient souvent du mal à maintenir, à contenir leurs esclaves. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient appel au service de Edward Covey. Alors, parce que ce mec-là en question, vous lui donnez un esclave, il vous rend un esclave. Vous lui donnez un esclave un peu turbulent, un peu. Alors, turbulent parce qu'au sens où vous voulez se libérer, être libre. Parce qu'à l'époque, on va revenir sur le présent. Restons d'abord sur le passé. À l'époque, durant ce passage-là, un esclave qui voulait se libérer était considéré comme étant un esclave en fait rebelle. Donc un esclave turbulent, désorganisé et qui avait un statut en fait de traître parce qu'il allait mettre à nu l'esclavage et réveiller en même temps justement ses semblables. Et Edward Covey, justement, il prenait ces esclaves-là considérés comme tels pour les briser, pour les fouetter, leur infliger les châtiments les plus lourds et en retour, donner au nouveau maître qui n'avait pas cette habilité de maintenir ces esclaves-là, de leur fournir une nouvelle personne ou un esclave en fait brisé. Voilà, brisé physiquement et psychologiquement. D'accord? Et Frédéric Douglass, justement, il fait la connaissance, il est envoyé chez ce briseur d'esclaves, d'accord? Il est fouetté souvent, bien sûr. Et lui, ce qui est dit, hein, c'est que Edward Covey également, c'est que, comme bien d'autres maîtres, mais surtout lui particulièrement, c'est que tous les matins, on va dire, ou à certains moments de la journée, s'employait comme ça, voilà, sans aucune raison apparente, à frapper les esclaves. Parce que c'était de bon ton. Il y avait un adage qui disait, entre les lois esclavagistes aux États-Unis, que même si, en tant que maître, même si l'esclave n'a pas commis, entre guillemets, un péché, d'accord, aux yeux du maître, d'accord, d'avoir commis un dégât, toujours est-il que pour maintenir l'esclave, pour ne pas oublier qu'il sache réellement qu'il est, sa condition d'esclave, vous devez, de temps en temps dans la journée, comme ça, sans raison apparente, le fouetter, le frapper, pour qu'il n'oublie jamais réellement qu'il est esclave et que c'est vous le maître. Et Edward Covey également avec cette particularité-là. Sauf qu'un jour, il arrive que Frédéric Douglass dise non et se batte avec Edward Covey et parvient à le maîtriser, à le contenir. Et d'un calme comme ça, Edward Covey comprend que s'il va plus loin, Frédéric Douglass est au point de l'achever, de le terminer.
comme dirait certains, de le frapper également en retour. Et comme Frédéric Douglass était imposant et il savait se battre, c'est ce jour-là, depuis ce jour-là, que Edouard Covey a arrêté de frapper Frédéric Douglass. Je vous donne ces détails-là parce que, bien sûr, je pense que certains d'entre vous ont en mémoire et pensent que c'est des choses, évidemment, qui se faisaient. Mais sauf que la particularité de Frédéric Douglass, c'est d'avoir vécu tout cela étant très jeune. Et comme je vous ai dit précédemment, c'est que ce qui a fait en sorte qu'il prenne conscience de sa situation, c'est tous ces éléments-là. Et comme ça, d'être changé de maître en maître, de passer d'un maître à un autre, ainsi de suite, et avoir appris à lire, il va commencer petit à petit à peaufiner un plan d'évasion, à se dire que moi, je ne peux pas rester dans cette condition-là. Je dois m'évader. Plutôt de mourir en étant mobile que de mourir en étant immobile. C'était véritablement ce qui l'animait. Et donc, dans un premier temps, il va faire une première tentative d'évasion avec d'autres esclaves, mais ça va échouer parce que il y a eu trahison au sein, en interne. C'est triste à dire, mais l'histoire se répète. Je pense que vous pouvez avoir écho et avoir des exemples qui font justement corrélation avec cette situation par le passé. Parce qu'il y a toujours des traîtres, en fait. Et justement, un des traîtres, c'était cette personne-là à qui Frédéric Douglass, dans le groupe des personnes à qui il apprenait à lire, faisait partie. Ça, vous voyez bien que la trahison, elle est toujours une histoire humaine. Et quelle que soit la couleur de peau, la race, la religion, les appartenances associatives, etc., la trahison est quelque chose d'humain. Donc, première tentative qui échoue, mais il ne va pas s'arrêter là, bien sûr. Il va continuer à se battre. Et le fait d'avoir ainsi de suite été changé de maître en maître va lui permettre d'avoir finalement, en fait, des possibilités de bien peaufiner son plan d'évasion. Et en 1838, le 3 septembre plus précisément, d'après les chiffres, il va s'enfuir, en fait, pour destination New York. Donc, depuis Baltimore, il va prendre... il a pris les vêtements d'un homme noir libre, d'un esclave qui s'était affranchi, ou bien qui avait été affranchi. Et Frédéric Douglass, comme ça, va s'enfuir en une journée de 24 heures, un voyage qui aura duré 24 heures, en quittant Baltimore pour se rendre à New York. Mais il va traverser de mémoire, parce que ça, j'ai lu, ça fait depuis 5 ans à peu près, hein, et de mémoire, il quitte Baltimore, il passe à Washington, Philadelphie, et puis New York. Voilà, en bateau, et puis finalement pour arriver à New York de manière très très difficile. Mais la liberté n'a pas de prix. Voilà. Si vous n'êtes pas prêt à être libre, à consentir, à faire les efforts pour être libre, vous resterez esclave. Et beaucoup sont esclaves mais ne le savent pas parce que n'ayant pas conscience de cette condition d'esclave, en fait, le resteront ainsi. Frédéric Douglass, il a, une personne ayant pris rapidement conscience de sa situation de par la lecture. Alors, la lecture, une fois de plus, dans un sens de liberté, de conscience de soi. Et lui, ayant pris conscience de cela, il a dit que je vais décider de faire tout, de mettre tout en œuvre pour pouvoir me libérer. Voilà véritablement ce qui fonde le combat, la personnalité de Frédéric Douglass. Par la suite, justement, en continuant son travail, ses efforts, arrivé à New York, bien sûr, il a rencontré un monsieur qui a été d'une âme charitable, qui lui a aidé, qui lui a hébergé, parce qu'il se méfiait de toute personne au quotidien, blanc, noir, etc. Parce qu'une fois de plus, il y avait ce qu'on appelait à l'époque les chasseurs d'esclaves. Les chasseurs d'esclaves, par exemple, c'était ces personnes-là qui se baladaient pour
chercher des esclaves qui s'étaient enfuis et les ramener auprès de leur maître. Ça permettait justement de toucher une somme d'argent en contrepartie. Et à l'époque, justement, le fait de discuter avec, que ce soit un homme noir, ou potentiellement il pourrait y avoir trahison, ou bien de discuter avec un homme blanc, qui pourrait s'avérer être un chasseur d'esclaves, c'était courir un risque, en fait. Et Frederick Douglass, quand il arrive à New York, que ce soit un noir, c'est très important là-dessus, ou un blanc, il se méfiait. D'autant plus que, par le passé, lors de la première évasion, qui avait échoué, il s'était fait trahir par un noir, par un esclave noir. C'est comme ça, malheureusement. L'histoire, encore une fois de plus, c'est cruel. Et il faut regarder les choses avec factualité. On n'est pas ici dans une forme de ressenti. Là, je fais mon petit commentaire. Je vous donne justement les faits avec froideur pour que vous puissiez comprendre que la vie, ce n'est pas un jeu de bisous. Hein. D'accord? Et on n'est pas ici pour parler de cette histoire dans une forme de ressasser le passé sans proposer. J'espère que mon message sera compris ici. J'en ai rien à cirer, j'en ai rien à carrer de ce qui s'est passé. Sans, je précise bien, il faut continuer ma phrase, sans être capable de comprendre cela, de restituer cela dans un mouvement de présent et dans un mouvement de futur. Je ne sais pas si c'est assez très bien clair. Je précise bien. Quand je parle de cette vie de Frederick Douglass, j'en ferai d'autres si cela vous plaît, peu importe ou pas. De toute façon, je le fais d'abord pour moi. C'est parce que derrière cela, j'ai tiré des enseignements qui m'ont aidé jusqu'à aujourd'hui et qui continuent à m'aider à avoir de l'inspiration, tel que le courage, la volonté de puissance, d'accord, le désir, l'envie, la prise de conscience de soi, et d'aider aussi les autres, vous par exemple qui m'écoutez actuellement, et bien d'autres personnes avec qui je discute au quotidien, avec qui également j'apprends au quotidien. Donc c'est très essentiel de comprendre les choses ainsi. Il n'y a pas de ressenti, il y a simplement la connaissance et la liberté par la suite comme forme idéale. Ce qu'il faut retenir de manière globale, Frederick Douglass, comme il a tellement lu autant de livres, il s'est formé, il devient un très bon orateur et en fin de vie, il finit par conseiller Abraham Lincoln, d'accord? Et il devient cette fois-ci cet ambassadeur là, en fait, des États-Unis et militant pour la cause abolitionniste en fait. Et toute sa vie, ça a été cela, ça a été ce combat-là. Prendre la parole, lire pour prendre d'un point de vue réflexif de soi, d'accord, introspection de soi, prise de conscience de soi, se libérer ses semblables, les autres esclaves, tous les noirs à ce moment-là, parce que ce soit noir en tant que libre politiquement, je précise bien, la déclaration des droits d'indépendance, 4 juillet 1776, ça, ce n'était qu'une liberté politique. Et Frederick Douglass, justement, le souligne à travers un discours là-dessus. Que signifie le 4 juillet pour un esclave? Pour les Blancs, à cette époque-là et aujourd'hui, voilà, le 4 juillet, c'est une forme de liberté. Il le reconnaît, il le dit. Mais pour un esclave, qu'est-ce que cela signifie? Vous aurez bien entendu, vous savez très bien ce que cela signifie. Donc il le dit clairement, cela signifie une forme en fait de mépris, d'hypocrisie, d'insulte en fait, que de reconnaître, que de dire à un esclave en fait que toi également tu es libre. Non, ce n'est pas vrai. Parce que c'est bien beau d'avoir proclamé la liberté politique sur le papier, mais dans les faits, en réalité, il constate bien que la réalité ne se conjugue pas avec cette liberté politique proclamée. Et donc, malgré tout, il va continuer à militer, à entrer dans les associations à Boston, les associations anti-esclavagistes, d'accord? Et donc, il va militer comme ça et
écrit beaucoup et donné des discours, des conférences pour libérer justement libérer la parole, rendre les gens conscients, les bonnes âmes, comme il le disait, pour que les choses bougent véritablement dans les faits, de transformer la société pour que la société soit véritablement un vecteur d'épanouissement, de liberté. La liberté pour tout le monde et pas uniquement, à l'époque, pour la classe blanche. Et particulièrement pour les maîtres d'esclaves. Je vais m'arrêter là. Je pense que je pourrais, bien sûr, il y a des choses encore à dire là-dessus sur sa vie, mais c'est assez suffisant pour vous donner, je l'espère, pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, de continuer l'œuvre de Frédéric Douglass et d'en apprendre de sa vie, comme bien d'autres personnes de ce niveau-là, de ce calibre. Merci de m'avoir suivi. On reste concentré. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Soit sur ce genre de sujet, mais en tout cas, dans le but de vous apporter, quel que soit le sujet que je traiterai, de la connaissance, parce que seule la connaissance libère. Merci et à la prochaine. Au revoir.